trouvons au Ghana, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, pour nous entretenir avec le fer de lance du programme de vaccination, le Dr Kwame Amponsa Akiano. Nous avons parcouru un très long chemin, grâce aux campagnes préventives de masse et de réponse aux épidémies, sans oublier l'immunisation de routine pour enrayer la propagation. Grâce à son travail en partenariat avec l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'Alliance du vaccin, à l'implication des communautés et à une planification minutieuse, on peut affirmer que le Ghana est un exemple de réussite en Afrique de l'Ouest en matière de lutte contre cette maladie mortelle. Je peux confirmer que le Ghana dispose d'un système de vaccination très performant. Pour nous, le partenariat joue un rôle clé dans chacune de nos grandes réussites. Dans cet épisode, traduit en français à partir de l'épisode original en anglais, nous allons également recueillir le témoignage du responsable du programme de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé au Ghana, le Dr Fred Osai Sarpong. Pour nous, l'implication de la communauté est primordiale. Dès lors que vous impliquez les communautés, vous êtes en mesure d'instaurer un climat de confiance, de veiller à ce que les vaccins que nous allons administrer soient acceptés et à ce que les personnes visées puissent y avoir accès. Alors, comment la réussite du Ghana a-t-elle été possible ? Alors que nous entamons la seconde moitié de la stratégie mondiale DAI en vue d'éliminer les épidémies de fièvre jaune, quelles sont les leçons que d'autres pays peuvent tirer de leur campagne ? Nous éliminons les épidémies de fièvre jaune, AI en anglais. Dans cet épisode d'Eye on Yellow Fever, découvrez les détails des menaces croissantes que fait peser la fièvre jaune à l'échelle mondiale. Épisode 17. Le Ghana. Récit d'une victoire contre la fièvre jaune. À l'instar d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, la fièvre jaune est endémique au Ghana puisque la première épidémie a été signalée en 1935. Ce pays reste à haut risque pour la fièvre jaune. Le Ghana compte 32 millions d'habitants. Ses pays voisins sont le Burkina Faso au nord, le Togo à l'est et la Côte d'Ivoire à l'ouest. La diversité de ces paysages s'étend sur 238 000 km², de la savane côtière à la forêt tropicale humide. Au cours de cet épisode, nos deux invités nous parleront plus en détail de la prestation de soins de santé dans ce contexte difficile. Mais commençons par le Dr Kwame Amponsa Akiano, responsable du programme élargi de vaccination au sein du service de santé ghanéen. Nous avons parcouru un très long chemin, grâce aux campagnes préventives de masse et aux campagnes de réponse aux épidémies, sans oublier la vaccination de routine pour enrayer la propagation, mais également pour protéger des vies humaines. Nous avons entrepris, voici de nombreuses années, des campagnes de prévention. Avant cela, nous avons dû procéder à une évaluation des risques afin d'identifier les régions les plus à risque où les campagnes ont débuté. Notre approche s'est donc faite de manière échelonnée, en fonction des zones à traiter en priorité. Sachez que l'ensemble du pays a été couvert par des campagnes préventives de masse. Le Dr Fred Osai Sarpong a exercé pendant 11 ans au sein du service de santé du Ghana avant de prendre la tête du programme de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé au Ghana. Il a pu constater que la stratégie AI a permis de développer et de renforcer les mesures de lutte du pays contre la maladie. Pour nous, la mobilisation des communautés est cruciale pour la mise en œuvre de la stratégie AI et ainsi de la réponse vaccinale. Dès lors que vous impliquez les communautés, vous êtes en mesure d'instaurer un climat de confiance, d'identifier les obstacles, de renforcer les partenariats, de veiller à ce que les vaccins que nous allons administrer soient acceptés et à ce que les personnes visées puissent y avoir accès. La délivrance des soins de santé dans ce territoire incroyablement diversifié constitue un véritable défi et lorsque des épidémies se déclarent, elles surviennent parfois dans des zones reculées. La dernière épidémie de fièvre jaune est apparue au sein d'une communauté nomade dans une savane peu peuplée située dans le nord du pays. Le Dr Kwame nous explique la stratégie de réponse du pays. Localiser des individus est en réalité une tâche complexe. Ces personnes se cachent dans les buissons, surtout lorsqu'il s'agit de nomades issus des pays voisins. Vous devez identifier votre cible.
Notre approche a été relativement novatrice. Il nous a fallu mobiliser des vaccins locaux pour établir des liens avec toutes les parties prenantes, notamment l'OMS, l'UNICEF, le GSI, le PAT et bien sûr les forces armées de l'époque. Nous avons bénéficié d'un soutien important de la part des plus hautes instances, y compris le président lui-même, lequel, en collaboration avec le ministre de la Santé et le directeur général, a pris toutes les dispositions afin que les vaccins soient transportés par l'armée de l'air jusqu'à la zone d'intervention. Acheminer les vaccins est une chose, mais comment les agents de santé ont-ils réussi à convaincre les populations nomades de se faire vacciner? Il convient de définir des objectifs de communication très clairs. Étant donné qu'il s'agissait principalement de nomades et de bergers, nous avons dû faire appel à des collaborateurs locaux. Il s'agit en général des bouchers qui achètent du bétail, entre autres. Nous avons beaucoup échangé avec les bouchers et les vendeurs de produits chimiques, sachant que ces personnes sont difficiles à approcher de peur d'être arrêtées et que la plupart sont originaires d'autres pays. Nous avons donc dû passer par des personnes de confiance qui s'occupent d'elles lorsqu'elles sont malades. Voilà pourquoi nous nous sommes adressés aux vendeurs de produits chimiques, de médicaments en vente libre, ainsi qu'aux bouchers. C'est donc, je dirais, l'une des approches uniques que nous avons employées pour approcher ces personnes. Le Dr Kwame souligne que l'implication de la communauté à tous les niveaux est essentielle à la réussite d'une campagne de vaccination. Nous l'avons interrogé au sujet du rôle joué par les sociétés civiles et des enseignements à tirer de leur participation aux campagnes de vaccination de masse. Nous nous appuyons sur un groupe de sociétés civiles très dynamique, à savoir la coalition des ONG du secteur de la santé qui nous apporte son soutien. Tout est donc planifié en collaboration avec elle. Par ailleurs, nous gérons un système appelé Communauté de planification et de services de santé, CHIPS en anglais, dans lequel les infirmières de santé communautaires sont affectées au départ dans leur communauté, soit sous la forme d'un concept de zone, soit dans des bâtiments où elles vivent et travaillent avec des équipes de santé du village. Elles sont directement en contact avec la communauté, notamment les membres de l'Assemblée qui sont les représentants politiques et bien entendu les principaux bénévoles. Un lien existe donc entre le système de santé et la communauté, entre la communauté, les bénévoles de la communauté et les membres de l'Assemblée qui sont les représentants. Le fait d'obtenir un soutien politique du plus haut niveau, du président aux membres de l'Assemblée, a constitué un facteur de réussite au Ghana. Alors, quelles sont les meilleures pratiques en termes de communication des campagnes de vaccination? Quels sont les messages clés que les groupes communautaires transmettent à leur communauté? Les messages clés portent sur la connaissance de la situation actuelle, les effets possibles, les interventions disponibles et l'endroit où elles peuvent être mises en œuvre. Nous avons établi une structure bien définie. Ces messages sont généralement relayés non seulement par nos structures officielles, mais aussi indirectement par les églises, les mosquées, là où c'est possible et pertinent. Il arrive que nous utilisons plusieurs approches, notamment les centres d'information communautaires, des sortes de systèmes de sonorisation montés sur de très longs poteaux au sein des communautés où les informations sont diffusées. De plus, les professionnels de la santé qui se rendent dans les communautés forment également des volontaires lors de campagnes de vaccination spécifiques qui partent parfois 3 ou 4 jours à l'avance pour interagir avec leur communauté. Voilà d'excellentes leçons que nous avons tirées concernant l'organisation des campagnes. Quels sont les principaux acteurs au sein des communautés et comment faire passer les messages? Nous retrouvons le Dr Fred Osai Sarpong de l'OMS. Il s'agit des chefs, des responsables religieux, des représentants du gouvernement et même de nos propres agents de santé qui jouent un rôle capital. Pour tout ce qui touche à la santé au sein d'une communauté, ils constituent une source d'information très faible. Si vous vous rendez sur place dans le cadre d'interventions sanitaires,
et que vous ne le faites pas participer de manière significative, ils considéreront que ce que vous faites ne le concerne pas et ne vous apporteront pas le soutien nécessaire. Vous pouvez mener une étude rapide et concrète pour identifier les attitudes et perceptions de membres de la communauté à l'égard de l'intervention que nous allons mener, en l'occurrence la vaccination. Après avoir identifié leurs perceptions vis-à-vis de la vaccination contre la fièvre jaune, vous serez en mesure d'élaborer des stratégies de communication sur mesure qui répondront à leurs préoccupations et qui vous permettront de générer la demande tant espérée. L'une des leçons majeures apprises par le pays est qu'après une campagne de vaccination, les communautés doivent être informées des résultats obtenus. À la fin de l'exercice, il est essentiel d'organiser une réunion, de rassembler tous les participants et de leur fournir des informations en retour. Faites-le participer à vos succès, en cas d'échec, de la Sun, faites-leur comprendre les causes de ces derniers. S'ils ont dû à des ressources insuffisantes, faites-leur comprendre qu'avec leur contribution, ces difficultés n'auraient sans doute pas eu lieu. Toutes les personnes ciblées auraient certainement été atteintes. Nous insistons donc toujours sur ce point auprès de nos collaborateurs, apporter sa contribution. Vous écoutez Eye on Yellow Fever, proposé par la Coalition mondiale de partenaires qui œuvrent ensemble pour éliminer les épidémies de fièvre jaune d'ici 2026. Nous en sommes à l'épisode 17. Vous pouvez donc désormais écouter toute une série d'épisodes antérieurs dans votre lecteur de podcast. Pour les personnes qui nous découvrent pour la première fois, nous vous invitons à les écouter. Nous vous invitons par ailleurs à faire connaître le podcast. N'hésitez pas à nous recommander à vos amis ou collègues qui souhaiteraient en apprendre davantage sur la fièvre jaune ou qui s'intéresseraient aux maladies infectieuses. Comme pour la plupart des autres pays du monde, la pandémie de Covid-19 a exigé une coordination et une coopération en grande échelle. Le pays a pu compter sur les partenaires déjà mis en place pour lutter contre la fièvre jaune et a pu consolider ses relations avec eux pour faire parvenir le vaccin contre la Covid à la population. Revoici le Dr Kwame Amponsa Akiano du service de santé du Ghana. Le partenariat est pour nous une règle incontournable de toutes nos grandes réussites. Et en pleine pandémie de Covid, la collaboration avec nos partenaires existants a été plutôt fructueuse. Les stratégies et les politiques mises en place pour lutter contre la fièvre jaune ont posé les fondements de la réponse du Ghana à la Covid et inversement. C'est tout à fait ça. Nous nous sommes appuyés sur les systèmes existants pour intervenir et une fois les structures bien établies pour la Covid, celles-ci nous serviront également pour mener d'autres actions. Nous avons donc tiré plusieurs leçons dans le cadre de la crise de la Covid. Là encore, la présidence a dirigé et continue de diriger la campagne de lutte contre la Covid. Nous nous appuyons également sur cette campagne pour les épidémies de fièvre jaune. Le comité interministériel, composé du ministère de la Défense, du ministère de la Santé et de tous les ministères clés du pays, comme ceux de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport, entre autres. La coordination est donc bonne quand il s'agit d'apporter des réponses de ce type. Le partenariat, je l'ai mentionné, a été une excellente source d'enseignement. Lorsque nous collaborons avec des partenaires animés d'un objectif commun, nous parvenons presque toujours à l'atteindre. À l'instar de nombreux pays d'Afrique, la pandémie de Covid-19 a pesé lourd sur les ressources sanitaires du Ghana. Mais dans de nombreuses régions du pays, le gouvernement a su gérer les crises en combinant les programmes de vaccination contre la Covid et la fièvre jaune. Si certaines régions se révèlent être très à l'aise en termes de réalisation de plusieurs tâches et de vaccination simultanée, ce n'est pas vraiment le cas pour d'autres. La Covid nous a appris que les hésitations étaient contagieuses. Revenons vers le Dr Fred Osai Sarpong de l'OMS. Un jour, je me suis rendu dans une caserne militaire pour assurer une supervision et l'équipe de vaccination m'a informé qu'un officier militaire avait décidé de ne pas se faire vacciner. Il avait en outre demandé à tous les membres de sa famille de ne pas le faire non plus. Selon lui, nous étions en train de tester un vaccin contre la Covid déguisé en vaccin contre la fièvre jaune.
J'ai expliqué les campagnes réactives menées par les pays et qu'à chaque fois qu'il y avait une épidémie, on procède à une évaluation des risques. Si vous n'intervenez pas, le virus trouvera toutes les personnes qui ne sont pas immunisées contre la maladie. Il était donc impératif qu'il nous autorise à faire vacciner sa famille et qu'il se fait vacciner lui-même. Je lui ai alors demandé s'il avait déjà voyagé en dehors du pays, ce qui était le cas. Il possédait une carte jaune indiquant qu'il avait déjà été vacciné. Je lui ai donc dit que c'était le même vaccin que nous utilisons. Je lui ai ensuite expliqué qu'il était hors de question que l'OMS ou le ministère procède à l'essai d'un vaccin sous les couverts d'un autre vaccin. Une telle pratique est contraire à l'éthique et jamais le gouvernement ni l'OMS n'agiront de la sorte. Au bout de quelques minutes, il a fini par inviter l'équipe de vaccination à entrer et ils ont pu vacciner sa famille. En somme, si vous êtes en mesure d'impliquer les personnes à travers du communication interpersonnelle, cela permet de leur faire comprendre l'ensemble des interventions que nous avons, la nécessité de ces interventions et la raison pour laquelle il faut les mener à bien. Chaque fois qu'on parvient à changer les mentalités, c'est une victoire. Le Dr Fred insiste sur la nécessité d'une vigilance constante. Nous devons de renforcer la surveillance de sorte à être capables d'identifier d'autres cas. Il nous faut également renforcer les capacités au sein de nos régions et de nos districts pour que les gens se rendent sur le terrain et détectent activement les cas. Lorsque nous serons en mesure de mettre en place une réponse vaccinale, nous serons en mesure d'indiquer les épidémies avant qu'elles ne s'entendent à des autres régions. Nous avons aussi renforcé les capacités des laboratoires et du personnel du programme PEV, ainsi que du programme de surveillance des maladies, de manière à ce qu'ils soient en mesure de superviser les différentes composantes de la stratégie AI menée par le programme et les unités respectives. Le renforcement du programme d'immunisation est une autre composante. Depuis la mise en place de la stratégie AI, nous avons été en mesure de soutenir les programmes de révision de la politique d'immunisation au Ghana. Nous nous trouvons sur le continent africain. Nous sommes conscients que dans cette région du globe, les ressources peuvent parfois se révéler particulièrement difficiles à obtenir. Le peu de ressources que l'OMS est en mesure de mobiliser contribue donc considérablement à l'améliorer du système de vaccination, du système de surveillance et de soutien au laboratoire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie AI. Pour conclure, écoutons le Dr Kwame exposer le bilan du service de santé du Ghana en matière de gestion des épidémies de fièvre jaune dans son pays. Grâce à une approche structurée, nous estimons avoir maîtrisé la fièvre jaune. Nous évitons en revanche toute forme de complaisance car nous sommes conscients que cela peut mener à une situation explosive, en particulier dans les milieux urbains. Le Ghana, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, fait preuve d'une vigilance particulière à ses frontières par lesquelles transitent de nombreux nomades non vaccinés à la recherche d'un sol fertile pour satisfaire aux besoins de leur famille et de leur bétail. Oui, pour nous en tant que pays, et pour moi à titre personnel, je perçois les frontières comme des lignes purement. Pour avoir vécu dans le Nord, je sais que, quelle que soit la frontière, les gens restent les mêmes. Ceux qui vivent de l'autre côté de la frontière et ceux qui vivent dans le pays sont les mêmes personnes. Aussi bien à l'ouest du Ghana, bordé par la Côte d'Ivoire, qu'à l'est, bordé par le Togo, ce sont les mêmes tribus qui traversent la mer. Les migrants, quant à eux, viendront toujours. Notre politique consiste à ne pas tenir compte de qui. Aucune discrimination n'est faite en matière de vaccination. Quiconque vit au Ghana, que ce soit légalement ou illégalement, sera vacciné. Selon le Dr Kwame, le coût d'un vaccin est minime au regard du coût pour l'économie si le Ghana ne parvient pas à faire face aux défis que représentent les épidémies de fièvre jaune. Bien sûr, la situation récente de la Covid parle d'elle-même. La vaccination est la voie qui mène à notre liberté. Au contraire, le prix à payer en cas d'inaction est considérable. Merci infiniment au Dr Kwame Amponsa Akiano et au Dr Fred Osai Sarpong de nous avoir accordé de leur temps pour examiner le sujet de la fièvre jaune au Ghana.
Avant de vous quitter, nous vous rappelons que le bouche à oreille joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'atteindre de nouveaux publics avec des podcasts. Si vous connaissez des collègues ou des amis qui, selon vous, pourraient trouver cet épisode intéressant ou pertinent, merci de bien vouloir nous faire connaître en leur envoyant un lien. Vous pouvez cliquer sur suivre afin que tous les futurs épisodes de Eye on Yellow Fever soient téléchargés automatiquement et directement sur votre appareil. Merci de nous avoir suivis. Cet épisode a été produit par Gwenda Richards avec le concours d'Alice Gray et la conception sonore d'Adam Wallet. Eye on Yellow Fever est une production Bengo Media pour la stratégie d'élimination des épidémies de fièvre jaune.